Bonjour à tous. Je voudrais avec vous développer sur le triangle dramatique de Karpman. Pour ça, je vais prendre une histoire vécue, je vais prendre une histoire imaginaire et je vais prendre une histoire visible, visible sur Internet. Visible puisque je vais parler ici par exemple de Marine Le Pen. Je vais parler un peu, je vais tourner un petit peu autour du Front National pour utiliser cet exemple et essayer de développer vraiment le plus largement possible pour comprendre qu'en fait ce triangle dramatique qui est en chacun de nous peut, oui ou non, s'éveiller dans certaines situations et qui sont souvent des situations dans lesquelles on se retrouve, que l'on a installé nous-mêmes ou parce qu'on se retrouve impliqué dans une situation qui va faire qu'à un moment donné, vous allez avoir ce triangle dramatique qui va s'éveiller en vous et vous allez mettre en place ce mécanisme. Je vais parler de Marine Le Pen parce que Marine Le Pen a décidé de se présenter en tant que présidente de la République et on pourrait donc développer sur son programme, on pourrait développer sur ses intentions, mais ce qui est intéressant c'est que si vous savez analyser le triangle dramatique, vous saurez analyser les véritables motivations de la personne et si cette personne, en fait, elle est dans une situation qui est équilibrée, une situation qui est normale, où la motivation, elle est saine. Vous saurez au travers de ce mécanisme qui est parfaitement visible, si donc elle est capable de se mettre dans une position qui fasse qu'en fin de compte, les résultats, une fois qu'elle serait par exemple au pouvoir, seraient sains. Quelle est véritablement sa démarche, quelles sont véritablement ses motivations et comment elle fonctionne. Puisque forcément, si elle fonctionne d'une certaine façon n'étant pas au pouvoir, je ne vois pas ce qui va venir changer les choses une fois qu'elle y sera. Elle fonctionnera toujours de la même façon. Et ça va se ressentir après dans le climat qu'il y aurait en France par exemple. Mais ce n'est pas la seule. C'est-à-dire que vous retrouverez ce mécanisme chez les autres acteurs politiques. Donc ce mécanisme où un coup on est le sauveur, un coup on est le persécuteur et un coup on est la victime. Et c'est une technique. Ce qui fait que les personnes qui utilisent cette technique projettent sur les autres les problèmes, leur disent bah, c'est de votre faute, tout est de votre faute, c'est jamais de ta faute, et tu es insaisissable. Tu essayes d'agir sur les autres, mais tu n'agis pas sur toi et ton propre comportement. Et donc, il y a souvent des raisons à ça. D'abord, prenons une histoire vécue. Par exemple, je suis un passionné de chevaux. Et un jour, je me promenais autour de mon village et je vois un cheval dans un pré qui allait très mal, au milieu d'autres chevaux. Alors, je commence à m'intéresser à ce cheval. Cette démarche est personnelle. Personne ne m'a rien demandé. On ne m'a pas demandé de l'aide. Alors qu'on sait que je m'y connais un petit peu. Mais c'est moi qui vais entreprendre de trouver la propriétaire, de m'intéresser au cheval et de réparer ce cheval. Alors ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir affaire à une personne qui va fonctionner avec le triangle dramatique, tout en fonctionnant moi comme le triangle dramatique. On ne m'a rien demandé. Pourquoi je me retrouve dans cette situation? C'est moi qui ai besoin de faire ça, mais personne ne me demande rien. Et donc je vais aller plus loin, je vais entrer en contact avec la propriétaire et je vais lui demander de me confier ce cheval que je vais retaper. Donc j'arrive en tant que sauveur. Ensuite, pendant que j'ai ce cheval sous ma responsabilité, je vais lui faire un box, je vais essayer d'aller à la source de ses problèmes pour retaper l'animal qui va très mal. Mais là, je vais commencer à entrer un petit peu dans l'aspect après, puisqu'il y a le sauveur, il y a le persécuteur et il y a la victime. Je vais commencer à devenir un petit peu un persécuteur, puisque je vais expliquer à la personne, sans lui dire directement, que les problèmes viennent d'elle, ils ne viennent pas d'autre part. Elle ne m'a rien demandé à la base, c'est moi qui viens, je suis le sauveur. Après, je commence à être un petit peu le persécuteur. Du coup, notre relation termine très mal, elle reprend l'animal qui va finir par mourir quelques mois plus tard dans un pré, il n'avait rien à manger, il faisait froid, c'était un animal, un pur sang qui avait besoin d'être dans un box, d'avoir une alimentation particulière. Et du coup, là je passe pour la victime, je suis la victime, elle m'a repris l'animal, etc. Et on est en train de tourner en rond comme ça. Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Je suis dans cette situation parce que d'une part, certes, je peux avoir simplement besoin d'intervenir, mais je n'avais pas besoin de m'impliquer autant.
Et puis j'avais besoin de répondre en fin de compte à une souffrance de l'animal, souffrance que je vivais moi-même. Puisque les chevaux, on les sort de leur nature, on les exploite, on les maltraite. Et étant venu de ce type de relation dans ma vie, du coup j'ai un instinct à le combattre. Mais après tu peux le combattre en appelant la SPA tout simplement. Et après tu ne t'en mêles pas. Et du coup cette personne va passer elle de la victime au persécuteur. Et elle tourne elle aussi en rond comme ça, dans sa boucle, et on discutait l'un et l'autre dans cette boucle, sans jamais arriver à se comprendre, et en se projetant l'un et l'autre les responsabilités. Du coup, on voit bien qu'à un moment donné, je viens me mettre dans une situation, mais de la mauvaise façon. C'était pas la bonne façon pour régler ce problème. J'aurais pu, par exemple, proposer de m'occuper de la vente de l'animal, pour le proposer à un autre propriétaire qui s'en occuperait mieux. J'aurais pu appeler la SPA. Il y avait donc une part chez moi de responsabilité. Je me suis bien présenté donc en sauveur. J'ai été persécuteur 2 fois, puisque la première fois ça a été en lui reprochant et pas forcément de la bonne façon son attitude avec l'animal. Et ensuite, je me positionne en victime, tout en étant encore quelque part un persécuteur, puisque je vais commencer à lui faire une mauvaise réputation, en disant cet animal va mourir, elle s'en occupe mal, etc. Et elle cache la vérité sur les problèmes de l'animal, puisqu'elle disait que l'animal avait des problèmes que les vétérinaires ne pouvaient pas trouver, alors qu'en réalité, il avait comment dire, des problèmes quant à l'utilisation de matériel, où on lui faisait du mal, il avait des problèmes de nourriture, il avait des problèmes dans son environnement en général, et c'était un animal qui n'était pas habitué à une vie sociale avec d'autres chevaux, donc il s'isolait et il déprimait. Donc voilà, il y avait un ensemble de conséquences, mais j'aurais pu aborder complètement les choses autrement. Prenons maintenant une histoire imaginaire. L'histoire imaginaire, vous auriez par exemple un couple qui serait dans mon entourage, qui rencontre quelques difficultés, j'arrive en sauveur, je commence à persécuter une personne ou une autre parce que je vais lui dire tu te comportes très mal, t'es comme ci, t'es comme ça, et puis à la fin ça va se retourner contre moi et je vais utiliser la position de victime. Et on retrouve donc ce schéma par exemple avec Marine Le Pen. Ce qui est intéressant tout d'abord, je lance le sujet, je ne suis pas catégorique, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais la plupart par exemple des nationalistes que j'ai rencontrés autour de moi, c'était des personnes qui en réalité détestaient les autres, sous couvert bien sûr d'aimer la France. Je ne vois pas ce qu'il y a d'incompatible à aimer les autres et à aimer la France, à protéger ta culture, à protéger ton pays tout en aimant les autres. Mais souvent, j'ai trouvé cette forme d'hypocrisie qui fait que les personnes se retrouvent dans une situation un peu délicate, comme l'exemple de Marine Le Pen. Et ça, on le mettra dans un petit comment dire, un petit sujet d'une émission où Marine Le Pen discute avec Boris Cyrulnik. Et Boris Cyrulnik qui est un spécialiste international, qui connaît bien son sujet, qui connaît très très bien la psychologie, qui doit connaître parfaitement le triangle dramatique. Et vous verrez en direct ce triangle dramatique se mettre en route. Vous verrez la personne qui arrive en sauveuse, qui veut parler en notre nom. Moi, je n'ai pas demandé de parler en mon nom. Vous verrez, comment dire, la victime, je suis persécuté, tout le monde m'en veut. Comme si systématiquement, là où elle se positionnait de la bonne façon. Comme si elle n'avait pas de casserole, comme si elle n'avait jamais rien fait, comme si elle n'avait jamais rien dit de mal. Et comme si, véritablement au fond, ses intentions, elles étaient honorables. C'est comme s'il n'y avait pas une quête de pouvoir que tu retrouves dans la famille. Il y a tellement de sujets sur le Front National et Marine Le Pen. On voit bien la lutte de pouvoir entre le père, la mère, toutes les problématiques qu'il peut y avoir dans la famille, père, mère, etc. Mais aussi la famille politique. Il y a énormément de problèmes. Et ce n'est pas quand tu as des problèmes déjà à la base que tu présentes les choses de la mauvaise façon, que tes intentions soient mauvaises. Forcément, tu vas te retrouver systématiquement dans ce triangle dramatique. Systématiquement, tu seras le sauveur ou la sauveuse, systématiquement tu seras la victime et puis ou le persécuteur. Et on voit bien que dans ces mécanismes de Marine Le Pen, elle tourne en permanence avec ce triangle dramatique. Si tu arrives de la bonne façon, que tu présentes les choses de la bonne façon, si tes intentions elles sont nobles, tu n'auras pas utilisé ce triangle dramatique dans ta vie. Il y a donc des personnes qui utilisent le triangle dramatique tous les jours, il y en a qui l'utilisent une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an, et d'autres jamais, puisqu'ils arrivent dans leur vie à équilibrer leurs rapports, à équilibrer leurs activités, parce que tout simplement leurs motivations sont saines, et qu'ils n'ont pas en permanence à être dans une forme de contrôle. Vous voyez, je contrôle ce que les autres pensent, et puis en fin de compte, je n'ai pas à échapper. Donc le triangle dramatique, ça permet d'échapper.
Si tu tournes en rond comme ça, tu es insaisissable. Et ça, on le voit également dans la dissidence. Donc voilà pour le triangle dramatique. À partir du moment où vous comprenez bien ce mécanisme, vous comprenez que si vous êtes dans des situations qui soient saines, que votre démarche elle est saine, vous n'avez pas à l'utiliser et vous avez toujours une même attitude. Si tu arrives par exemple en sauveur, mais parce que cette démarche est saine, elle est bien motivée, tu t'y prends de la bonne façon, t'as pas à douter de toi, t'as pas à te remettre en question, t'as pas à tourner dans le triangle dramatique, tu resteras toujours dans la même position. Voilà, tu ne tournes pas en rond. Donc la plupart des personnes qui se retrouvent dans une situation malsaine, avec des mauvaises motivations, et ben, à un moment donné, tu es pris au piège, tu te rends compte que tu as fait une bêtise, ou tu te rends compte qu'en fait, tu le sais au fond de toi que ta motivation n'était pas saine, tu sais que tu t'es mêlé de quelque chose qui ne te regardait pas. Alors que la première réaction, c'est d'échapper à tes responsabilités. Non, je suis une victime. Et ça, ce sont des réflexes qui sont chez chacun de nous. Et j'ai bien vu, maintenant, de par une grande expérience, qu'en fait, il y a des personnes, par exemple, autour de moi, n'utilisent jamais le triangle dramatique. Pourquoi? Parce qu'ils sont systématiquement à leur place. Et quand ils agissent dans la vie, c'est toujours poussé par des motivations qui soient saines. Et ce sont des personnes qui sont claires avec elles-mêmes, claires avec les autres, et qui s'y prennent vraiment de la bonne façon. Donc du coup, ils n'ont pas à se justifier ou à échapper et à fuir en fin de compte leur propre comportement. Donc là, je vais vous laisser avec une petite émission, et vous allez voir un petit peu comment Marine Le Pen réagit. Mais si vous prenez par exemple Manuel Valls, Monsieur Macron, Monsieur Fillon, vous les prenez tous, vous pourrez, même Monsieur François Hollande, vous pouvez prendre tous les partis, comme en réalité il y a des choses qui ne disent pas, comme il y a toujours anguille sous roche, on les voit tourner avec ce triangle dramatique. Par exemple, il y a eu un débat avec Monsieur Manuel Valls, qui a été invité dans une émission, qui parlait par exemple, mais comment peut-on accepter de faire des marchés par exemple avec l'Arabie Saoudite et puis exclure la Russie. Et on voit bien que M. Valls, il est encore en train de rebondir, c'est encore un triangle dramatique, mais je suis une victime, qu'est-ce que c'est, moi je pense à mes entreprises, et ils répondent tout et n'importe quoi, et ça s'embrouille, et on les voit, ils sont tous dans les mêmes positions, parce qu'en fin de compte, ils se retrouvent dans des situations qui sont extrêmement malsaines, et comme tu ne peux pas la justifier, tu ne peux pas, alors il va falloir que j'échappe, il va falloir que... Et vous voyez souvent les débats politiques comme ça, où le présentateur ou un intervenant pose une question hyper intéressante et l'autre se met à essayer d'échapper par un moyen ou un autre, et puis on rebondit, et malheureusement souvent c'est tellement déconcertant pour l'interlocuteur et ben qu'on passe à autre chose et on laisse l'interlocuteur nous amener à autre chose, ou noyer le poisson, je suis une victime, c'est ci, c'est ça, mais du coup tu vas jamais au cœur du sujet, et donc ça tourne et t'es insaisissable. Voilà, donc appropriez-vous la compréhension de ce mécanisme. Le comprendre, c'est ne pas pour vous-même le mettre en place, et pour vous-même, c'est aussi une façon de ne pas vous laisser manipuler lors d'une situation, parce que vous avez compris, et du coup, vous revenez toujours à la position initiale, à votre question initiale, vous voudrez aller plus loin dans cette question, et vous ne laissez pas l'autre échapper en emmenant sur un autre sujet, par exemple. Ça, c'est systématique. Voilà. Alors derrière tout ça, il y a des fois des choses beaucoup plus graves. Moi, je vous laisserai juger par vous-même des choses beaucoup plus graves, comme par exemple ce qui s'appelle la perversion narcissique. Je ne fais les choses en réalité que pour moi. Je pervertis la réalité, je mens en permanence. J'essaye d'échapper par tous les moyens à mes responsabilités. Je suis insaisissable, et c'est une maladie dont d'ailleurs le professeur Boris Cyrulnik développe aussi, je vous mettrai un lien sur une vidéo, sur la perversion narcissique au pouvoir, puisqu'on bascule dans le narcissisme, et que ça devient une norme, et que c'est une arme, le triangle dramatique, est le mécanisme absolu souvent dans la perversion narcissique, puisque forcément ces personnes qui sont atteintes de ce virus du coup se retrouvent en permanence dans des situations très compliquées, et ils jouent avec ce variateur en permanence. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo. Dès que vous arrivez, là on se sent bien, hein, apaisé, tranquille, ça va beaucoup mieux. Ouais. Et là vous sortez Mourir de dire, la honte, votre nouveau livre qui va évidemment être un best-seller. Et le fait que les livres de Boris Cyrulnik et de tous ses copains psy d'ailleurs soient des best-sellers, est-ce que c'est pas le signe que ça va pas très bien en France, qu'on est en semi-dépression nerveuse?
Moi, j'aurais presque dit le contraire. Je pense que ça va très bien si on donne la parole au psy, parce que dans les cultures totalitaires, il n'y a pas de psy. Il n'y en a qu'un qui a raison, c'est le chef. Et alors que c'est un signe de démocratie, c'est-à-dire que vous avez le droit de ne pas être comme moi, vous avez le droit de penser différemment. Je pense au contraire que le nombre des psys est un bon signe de santé. Bon, mais alors, le fait que ça marche, le fait qu'on ait tellement besoin des psys, c'est pas forcément un bon signe de santé. En général, quand on frappe à la porte du psychiatre, c'est parce qu'il y a un truc qui tourne pas. Non, je pense qu'il y a des pays où il n'y a pas de psychiatre et quand on est malheureux, on meurt. On meurt de chagrin, on meurt de malheur, on meurt de dénutrition et personne ne nous aide. Donnez des exemples extraordinaires de honteux. Je pense à, par exemple, Romy Schneider. Alors, Romy Schneider, c'est un exemple poignant. C'est-à-dire que sa mère était nazie, proche de Hitler. Enfin, une grande nazie, disons. Hein. Elle était fortement engagée dans le nazisme, comme beaucoup de femmes. Hein. Les femmes, alors que le parti de gauche, le KPD, donnait un statut très noble pour les femmes, et elles ont suivi, elles ont voté pour le nazisme en masse, parce qu'elles voulaient participer à l'élite. Elles voulaient participer au 1000 ans de bonheur promis par Hitler. Donc, la mère de Romy Schneider, qui était très belle, a suivi ce mouvement-là, et Romy Schneider aimait sa mère jusqu'au jour où, après la guerre, sa personnalité s'est développée dans l'horreur du crime nazi, et à ce moment-là, elle a eu de grandes difficultés psychologiques. Donc elle est allée que vers des hommes qui ne pouvaient pas plaire à sa mère, elle a donné des noms juifs à ses enfants. Alors le plus sûr moyen de déplaire à sa mère, c'est d'épouser un homme qui déplaît à la mère. Donc effectivement, elle a épousé un juif, elle a donné des prénoms juifs, David et Sarah, à ses enfants, et elle a toujours porté une étoile de David jusqu'à sa mort. Alors vous-même, vous êtes un honteux, hein, vous le racontez au début du livre, enfin un ancien honteux qui s'est guéri. Honteux de vos origines, honteux d'être un survivant, parce que vous aussi, vous avez connu la Deuxième Guerre mondiale, honteux de tas de choses, hein. Honteux d'être pauvre même. Je sais, oui, j'étais peut-être honteux d'être pauvre, mais je ne sais pas, avec le recul aujourd'hui, je ne sais pas si je dirais que j'étais honteux. J'étais considéré... vous l'écrivez dans le livre en tout cas. J'ai écrit? Oui, oui. J'ai pas eu le temps de le lire. J'étais considéré comme un sous-homme condamné à mort, j'avais 6 ans, donc j'avais pas eu le temps de commettre de bien grands crimes. Aujourd'hui peut-être, mais à 6 ans, je sais pas. N'empêche que j'étais considéré comme un sous-homme. Je n'avais pas le droit d'aller à l'école, je n'avais pas le droit de faire un métier, et de toute façon, j'ai été arrêté et condamné à mort. Alors vous êtes quand même devenu cyrulnik, ce qui est pas mal. C'est peut-être un signe de courage morbide. Si j'avais été équilibré, j'aurais jamais fait d'études. J'aurais été menuisier comme mon père, et ça m'a donné un courage pas logique. Alors tous les honteux, parce qu'il y en a beaucoup évidemment qui nous regardent, et je suis sûr ici sur le plateau, sont heureux d'apprendre, c'est très bien la honte, hein, la culpabilité, vous nous dites presque c'est un signe de civilisation. Hein, tout à fait. Ça, voilà, c'est très bien. Et alors vous parlez des sans-honte. C'est la page 236, l'énorme bataillon des sans-honte, des pervertis, ces hommes équilibrés qui éprouvent le plaisir de s'asservir à un chef. C'est qui? C'est pas une allusion au Front National? Ça pourrait, oui, bien sûr. Ça pourrait, mais ça pourrait aussi être... ça les sans-honte. C'est une allusion au Front National, c'est une allusion à tous les gens qui aiment se soumettre aux esprits totalitaires. C'est-à-dire qu'il y a un seul, c'est ce que j'appelle le haut bonheur des perroquets. Les perroquets n'ont jamais honte. C'est-à-dire qu'ils récitent la théorie du chef, ils redisent ses phrases, et ça leur permet de ne pas penser. Ça les mène au pouvoir aussi, et ça les mène à la bonne conscience de soi. C'est-à-dire que ce n'est pas des pervers, ce sont des pervertis. C'est-à-dire qu'individuellement, on les voit en face à face, c'est des gentils papas, des gentilles mamans, mais quand on se soumet à un récit qu'on ne critique pas, on lui donne trop de pouvoir. Et qu'à ce moment-là, on peut être perverti par une idéologie sans possibilité de balance, de critique. Alors on doit quand même une petite réponse à Marine Le Pen, et vous répondrez plus longuement après le sujet de Nicolas, de Thibault-Nolte qu'on va passer. Tous les chemins mènent au Front National, en quelque sorte. Bon. Moi je ne sais pas, je pense que les gens du Front National se soumettent au peuple. Alors je sais que c'est pas habituel, on a perdu un petit peu ça de vue dans la vie politique française. Il serait peut-être bon qu'effectivement les partis se soumettent au peuple, puisque c'est du peuple normalement qu'on tire toute souveraineté. Voilà. Alors je crois qu'on a abandonné cette idée-là. Donc évidemment je ne vais pas vous suivre dans des circonstances que j'ai un petit peu du mal à comprendre. D'ailleurs j'ai un petit peu du mal à vous suivre. Excusez-moi. Bon ça promet, ça va continuer. Hein. Merci. Tout de suite on va avancer dans le débat avec Thibault-Nolte qui va nous le présenter en images. On regarde. Boris Cyrulnik. Ses parents sont morts dans les camps. Bien décidé à renaître de sa souffrance, il développe le concept de résilience pour mettre son traumatisme caput. Il a hérité de l'Holocauste, il transcende son traumatisme en thérapie.
Et je pense effectivement que les évaluations scolaires qui ont été faites au Brésil, qui ont été faites au Québec, montrent que les enfants d'immigrés s'intègrent pas si mal que ça, et notamment au point de vue scolaire. Et que très souvent, leurs résultats scolaires, je cite des Québécois, je cite Sandra Cabral au Brésil, les résultats scolaires des immigrés sont un peu meilleurs que celui des pauvres blancs. Si bien qu'il y a ceux des grands blancs qui sont riches ou cultivés, qui ont la voie ouverte pour les grandes écoles et pour les réussites sociales, et il y a la voie des pauvres blancs qui se sentent dépossédés de leur propre pays quand ils voient des gens qui viennent d'autres pays et qui réussissent mieux qu'eux. Et là, il y a une amertume, une grande violence, parce qu'ils disent mais nous on est de ce pays et on réussit moins bien qu'eux. Et je pense qu'effectivement, en Angleterre, en France, je connais moins bien, mais je fais le pari, je fais l'hypothèse qu'un grand nombre de ces blancs, petits pauvres blancs humiliés, vont au Front National. Vous vous reconnaissez dans ce schéma dans cette lecture ou pas du tout? Je reconnais les 30 ans de diabolisation. Non, c'est pas de la diabolisation, on cherche une explication. Que les électeurs du Front National étaient des crétins, des racistes, des fronts-bas, des mal dans leur peau, des tout ce qu'on veut, etc. Bon, ça dure. Bon. La honte de Boris Cyrulnik. Moi, quand je l'ai lu, j'ai pensé à vous. C'est-à-dire que... Non, attendez, laissez-moi finir avant de C'est pas très étonnant, ça. Non, pas du tout, mais laissez-moi terminer. Mais non, pas du tout. On pense à soi en lisant ce livre, c'est un livre qui nous concerne tous. Non, j'ai pas pensé... Comme vous m'avez parlé, comme vous m'avez dit que l'émission tournerait autour de ce livre il y a 2 jours, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Mais là encore, je suis prête à accepter les cadeaux. J'habite à Toulon où on a eu le Front National, on est comme maire, et j'ai eu sur mon divan beaucoup de gens du Front National. Alors, tout ça pour dire... Merci, parce que somme toute, vous avez constitué un beau patrimoine, manifestement, grâce à tous les gens du Front National. Ce qui m'a permis de savoir l'envers du décor, l'envers du récit apparent et l'envers du décor. Alors, la France en dépression nerveuse, non, je voyage pas mal. Je considère vraiment qu'on a une chance folle d'être français et d'habiter ici. Alors ça, vraiment, je considère que c'est une chance inouïe, quelle que soit notre religion et nos origines. Quant à l'assimilation, les Juifs, dans les années 40, il y avait 270 000 Juifs en France. 70 000 étaient des Juifs d'origine polonaise et russe, c'est-à-dire des immigrés récents qui parlaient mal la langue, qui parlaient la langue beaucoup parce que c'était des intellectuels, mais beaucoup étaient des pauvres qui parlaient pas la langue. Les 200 000 autres étaient là depuis le 1er siècle. Les Juifs du pape étaient complètement assimilés, les Juifs de Bordeaux, qu'on appelait les nouveaux chrétiens, complètement assimilés. Ils ne se sentaient que français et heureux d'être français jusqu'au jour où la police est arrivée et leur a dit « Vous n'êtes pas des Français comme les autres, vous n'aurez plus le droit de travailler, vous allez mourir ». Alors, la bombe à retardement, c'est l'assimilation. Voilà pourquoi je vous regarde. Parce que vous avez dit l'assimilation. Je suis partisan de l'assimilation. Moi, je ne sens aucune filiation avec ceux qui ont commis ces actes-là, mais aucune filiation, alors vraiment aucune. Donc ne me regardez pas en disant ça. Vous avez parlé d'assimilation. Oui, mais les gens qui sont assimilés, aujourd'hui... L'assimilation est une bombe à retardement. Je vous cite un exemple. Aujourd'hui, les gens qui sont les plus exigeants à l'égard des nouveaux immigrés sont ceux justement qui ont fait l'effort de cette assimilation et qui ne comprennent pas, les Français d'origine polonaise, italienne, espagnole, etc., qui ne comprennent pas qu'on puisse venir dans un pays et qu'on puisse chercher à imposer dans ce pays ses mœurs, ses codes, ses rites, ses traditions, au détriment des lois, des codes, des rites. On se soumet au peuple, comme le disaient les staliniens. La dictature du peuple, ça a quand même fait pas mal de dégâts, ça. Donc effectivement, on se soumet au peuple à condition. C'est pas la démocratie. Ah bon, la démocratie, ça n'est pas de permettre au peuple de s'exprimer? Je vous ai tout le temps écouté. J'ai écouté tous vos mots. Laissez-moi finir. Laissez-nous finir. J'ai écouté tous vos mots jusqu'au point final. Alors, effectivement, lorsqu'on peut douter, lorsqu'on peut devenir authentique, on ne se soumet plus à une récitation. La récitation donne une certitude qui nous aveugle. Et les gens qui doutent sont ceux qui vont chercher des rencontres authentiques. Alors, quand vous irez sur le divan, comme tous les gens du Front National, vous apprendrez à douter. Question